Plaisir de vous accueillir à cette table ronde organisée par la Ligue d'Action nationale qui s'inscrit dans le cadre de notre 90e anniversaire. Ce soir, je suis réjoui de voir à quel point nous sommes nombreux et surtout des gens motivés puisque vous êtes pile à l'heure pour débuter cette table ronde, ce qui est sans doute un exploit dans l'histoire du mouvement souverainiste. Donc ça prouve une chose, c'est qu'il y a beaucoup d'intérêt pour la question que nous allons débattre ce soir. Que faire après le 26 mars, après le 26 avril? D'autres choses qui sont passées le 26 avril. Alors ce soir, nous avons fait appel à des politologues et à des politiciens qui ont fait une carrière glorieuse pour recevoir leur point de vue et surtout discuter des pistes qui s'offrent à nous maintenant que nous avons connaissance du résultat, il faut le dire, désastreux de cette campagne électorale. Ceux qui ont des portables, j'aimerais s'il vous plaît que vous les mettiez au neutre. Donc, dans l'ordre, Mme Bérère, qui est professeure de sciences politiques à l'Université de Montréal, va intervenir en premier pour nous faire son analyse du résultat comme tel de la campagne électorale. Par la suite, je demanderai à Gilbert Paquette de nous faire part de ses réflexions. Anne Megaré suivra, qui est professeur, enfin presque retraité, mais pas tout à fait, au département de sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal. Et en dernier lieu, Robert Laplante, qui est, comme vous le savez tous et toutes, directeur, j'ai pris le titre de M. Boisclair, je suis en train de féminiser, qui est, comme vous le savez tous et toutes, et directeur de la revue L'Action nationale. Donc nous aurons, il faut le dire, des points de vue diversifiés, je l'espère, et sans doute provoquants. La salle pourra par la suite intervenir, poser des questions et surtout faire part de vos desiderata pour l'avenir de notre projet national. Donc chaque intervenant disposera de 15 minutes bien comptées pour nous exposer son point de vue et la discussion par la suite s'ouvrira. Alors Laurence, à toi d'ouvrir le débat. Bonsoir à tous, merci à la Ligue de m'avoir invité pour cette soirée. Alors, j'ai intitulé en fait mon intervention « La suburbanisation de la vie politique québécoise, point d'interrogation ». Alors, je vais vous faire part en fait d'une hypothèse qui va vous apparaître originale, je crois. Peut-être même vous allez peut-être trouver que c'est un petit peu tiré par les cheveux. À vous de voir. Mais je crois que c'est une hypothèse qui en fait, je dis tirée par les cheveux, mais qui est en fait de plus en plus discutée dans les milieux de la science politique. Et je crois qu'il s'applique bien en fait à la dernière élection provinciale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la suburbanisation de la vie politique? Il faut voir en fait qu'on dit que 80% des Canadiens vivent en ville, c'est-à-dire les grandes, les petites et moyennes villes. Et donc, en fait, on dit qu'il y a une urbanisation croissante au Canada. Il faut bien voir en fait qu'il y a plutôt une suburbanisation croissante. Donc, les gens habitent de plus en plus dans la banlieue des agglomérations. Et donc, l'hypothèse de la suburbanisation de la vie politique, c'est de dire que habiter en banlieue, le fait que les gens, qu'il y ait de plus en plus d'électeurs en banlieue, ça a un effet, en fait, politique. Donc, le lieu de résidence influence les comportements, les attitudes politiques, et à partir de là, on peut penser que ça influence également l'offre électorale, etc. Donc, la suburbanisation de la vie politique, c'est ça influence les valeurs, ça influence ensuite les orientations politiques également des partis politiques. Ainsi, en fait, l'objectif, c'est de montrer que le vote, c'est évidemment, on sait que le vote est influencé par un ensemble de caractéristiques sociales qui touchent les personnes, mais il y aurait également un autre facteur à prendre en compte, qu'on n'utilise peut-être pas assez, qui est celui du lieu de résidence.
au Canada, il y a quelques études qui ont été faites qui ont montré en fait qu'il y avait bien un clivage en fait politique assez important entre les banlieues, les quartiers centraux, et que ce clivage-là s'est accentué entre 1965 et les années 2000. Donc, pendant cette période-là, on voit que les résidents des quartiers centraux montrent une propension grandissante à voter à gauche, pendant que ceux des banlieues sont de plus en plus portés à voter à droite. Donc, on peut penser en fait qu'il y a quelque chose d'inhérent au processus de suburbanisation qui pousserait finalement les résidents de la banlieue à voter plus à droite. Donc, vous me voyez venir, vous voyez que je vais m'intéresser plus particulièrement aux résultats en fait, le vote important qui a été donné à l'action démocratique de Mario Dumont. Donc, depuis les élections du 26 mars, on a évoqué évidemment plusieurs raisons pour expliquer le vote. Mais deux sont souvent revenus, et ces deux-là touchent effectivement plus la thèse de la suburbanisation de la vie politique. On a dit, premièrement, qu'il y avait un clivage entre le Montréal et le reste du Québec. Donc, ça aurait été, il y aurait les résultats du 26 mars serait aussi un vote anti-montréalais, si on veut. Du point de vue de la thèse de la suburbanisation politique, je vais vous montrer en fait qu'il vaudrait plutôt voir une espèce de clivage intra-urbain, c'est-à-dire au sein des grandes agglomérations, il y a des différents territoires, et que c'est entre ces territoires-là qu'il y a des clivages. J'y reviendrai tout à l'heure. Ensuite, une autre raison qu'on a avancée, on a dit qu'il y a une normalisation de la vie politique québécoise. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le clivage droite-gauche reprend, si on veut, prend de l'importance au détriment du clivage souverainiste-fédéraliste. Ce qui ne veut pas dire qu'il a disparu, évidemment non, on en est la preuve ce soir, mais qu'en fait, il y a la montée donc, du clivage droite-gauche et la thèse de la normalisation, ça veut dire qu'on rejoint finalement l'ensemble des pays occidentaux démocratiques sur l'importance de ce clivage-là. Et on peut penser en fait au Québec avec les manifestes des Lucides et des Solidaires. On a bien vu en fait effectivement dans les dernières années la montée de ce clivage-là dans le discours. Mais lorsqu'on reprend la thèse de la suburbanisation de la vie politique, ce qu'on se rend compte, c'est que la normalisation ne serait pas nécessairement on peut dire une normalisation européenne, mais beaucoup plus finalement une normalisation nord-américaine. Parce que on voit bien qu'aux États-Unis, en fait, depuis les élections présidentielles de, je crois, 92, la majorité des électeurs américains sont des habitants de la banlieue. Et plusieurs analystes expliquent en fait l'importance du poids électoral des républicains par cette importance des mouvements sociaux, des mouvements conservateurs qu'on retrouve dans la banlieue américaine qui, c'est vrai, est plus importante qu'au Canada. Donc, la normalisation du clivage droite-gauche s'exprimerait en fait dans cette normalisation qui se spatialise, si on veut, dans un clivage entre le centre, les quartiers centraux et les quartiers de banlieue. On peut se demander donc, du coup, est-ce qu'on assiste à la même chose ici? Est-ce qu'on assiste en fait à la montée d'un mouvement de conservatisme, disons, on pourrait dire, plus fiscal qui s'ancre dans la réalité urbaine? Et il faut, lorsqu'on dit mouvement conservateur, il faut bien voir, et c'est là que je crois que c'est important de sortir l'idée Montréal contre le reste du Québec, que conservateur ne veut pas nécessairement dire relent traditionnaliste, hein, parce qu'on peut voir par exemple aux États-Unis que ceux qui votent pour le Parti républicain, qui sont plus conservateurs, sont des gens éduqués, sont des gens qui travaillent dans des secteurs très dynamiques. Donc, il faut faire attention de faire cette association qu'on fait souvent, genre ruralité, traditionnalisme, modernité, urbanité. Donc, je présente quelques résultats qui sont très préliminaires sur les dernières élections et des élections précédentes. J'avais fait des premières analyses pour l'élection 98 puis 2003, et pour les analyses de l'élection actuelle, ça va être fait durant l'été, mais je vous donne juste un premier portrait qui vise à vous lancer quelques chiffres pour qu'on puisse discuter. Donc, la question du clivage, en fait, de Québec, Montréal contre le reste du Québec. Je vais vous nommer les régions où on retrouve des sièges adéquistes. La Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Mauricie, l'Estrie, la Nodière, les Laurentides, la Montérégie,
le centre du Québec. Et j'ajoute évidemment le Bas-Saint-Laurent, où on sait qu'il y a un député adéquiste qui est le chef de l'ADQ. Ainsi, lorsqu'on nomme l'ensemble de ces régions-là, on voit bien que, mis à part le Bas-Saint-Laurent, les sièges adéquistes se retrouvent dans le continuum urbain entre Québec et Montréal, c'est-à-dire là où la pression de l'urbanisation est la plus forte. On ne retrouve pas de députés adéquistes au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on n'en retrouve pas dans le nord du Québec, pas en Gaspésie, île-de-la-Madeleine, non plus en Abitibi-Témiscamingue. Il n'y en a pas non plus sur la Côte-Nord. Et il n'y en a pas en Outaouais, mais on pourrait le mettre un peu dans les exceptions, dans l'idée du continuum urbain, là, les exceptions avec le Bas-Saint-Laurent, puisqu'il y a des raisons locales qui expliquent que peut-être qu'on ne retrouve pas de députés adéquistes là. Donc, en fait, il y a moins un clivage entre Montréal et le reste du Québec qu'un clivage intra-urbain, c'est-à-dire là où la pression d'urbanisation est la plus grande au Québec. Donc, ça relativise aussi, cette idée-là relativise aussi l'idée du mystère de Québec. Hein. On a beaucoup parlé de la ville de Québec. Il faut voir, en fait, que si la suburbanisation de la vie politique, on l'a senti qu'elle a émergé en premier à Québec, elle s'est ensuite étendue également au reste des régions urbanisées, mais surtout à la grande région métropolitaine de Montréal. Si on regarde les élections de 1998 et de 2003, en regardant la concentration du vote, donc s'intéresser où se retrouve le vote spatialement, la concentration territoriale, on voyait en fait qu'avant l'élection de 2007, il y avait déjà quelques tendances. On pouvait faire les constats suivants. En 2003, le vote, par exemple, pour l'Union des forces progressistes, qui s'appelle maintenant le Québec solidaire, était particulièrement peu présent dans les banlieues qu'on pourrait dire récentes, hein, parce qu'il y a différents types de banlieues, des banlieues plus anciennes comme Longueuil, par exemple, qui est proche de la rive du Saint-Laurent, puis les banlieues plus récentes qui ont été construites dans les 15 à 20 dernières années, et c'est là effectivement qu'on voit un conservatisme plus grand. Donc, il y avait très peu de votes pour l'Union des forces progressistes dans les banlieues récentes. On voit également que dès 1998, le vote en faveur de l'ADQ est nettement moins important au centre des agglomérations, donc il y a peu de gens qui habitent dans les quartiers centraux qui votent pour l'ADQ, et plus affirmé à la périphérie, particulièrement à Montréal dès 1998. C'est bizarre, en fait, on voit moins à Québec apparaître ce phénomène-là en 1998, mais on voit déjà à Montréal des tendances que le vote pour l'ADQ se concentre dans les banlieues récentes. Par contre, en 1998, on voit aussi que à Montréal, ça vaut aussi pour le PQ, puisqu'on sait qu'en fait, l'électorat du PQ dans la grande agglomération de Montréal se concentre en banlieue à cette époque-là, tout du moins. Ce qu'on peut voir en fait également, c'est qu'à Québec, l'adhésion à l'ADQ, en fait, les votes qui se font à l'ADQ c'est lorsqu'il y a concentration du vote à l'ADQ, ce sont vraiment des territoires qui ne sont pas occupés par le PQ. Donc, s'il y a une surreprésentation relative de l'ADQ dans un territoire, c'est compensé par une sous-représentation relative du Parti québécois dans ce même territoire-là, donc pour la région de Québec. Quant le Parti libéral du Québec est lui fortement implanté dans les quartiers centraux en général. Qu'est-ce qu'on voit en 2007? On voit, là encore, je vous dis, c'est des résultats préliminaires à pousser. Si on prend la grande région de Montréal, donc la communauté métropolitaine de Montréal, on voit que plus on s'éloigne du centre, plus le vote pour l'ADQ est important. C'est-à-dire que même si aucun député n'a été élu, aucun député adéquiste n'a été élu, l'écart entre le gagnant et le candidat adéquiste se rétrécit plus on s'éloigne des quartiers centraux. Pour vous donner quelques chiffres pour confirmer cette idée-là, on voit par exemple à Montréal, on trouve 9 circonscriptions sur 28 où l'ADQ est arrivé en deuxième. Mais l'écart est entre 6 000 et 19 000 voix d'écart sur l'île de Montréal. Puis il y a même 6 circonscriptions sur l'île de Montréal où l'ADQ est arrivé 4e ou 5e.
À Léval, déjà, on voit que l'écart se rétrécit, puisque dans 4 circonscriptions sur 5, l'ADQ est arrivé deuxième, et les écarts sont entre 1000 et 11 000 voix. Bon, je ne vais pas vous nommer tous, évidemment, toutes les régions, mais simplement pour vous montrer, par exemple, là où est-ce qu'on trouve le plus de banlieues récentes, si on veut. Dans les Laurentides, on a donc 5 élus adéquistes et 3, les autres candidats adéquistes sont tous arrivés deuxième et les écarts sont entre 2000 et 6250 voix par rapport au candidat qui a gagné. Dans la Naudière, on a 5 élus adéquistes et un candidat adéquiste qui est arrivé deuxième avec un écart de 1200 voix. À Québec, on voit effectivement Chaudière-Appalaches, par exemple, qui est sur la rive sud de Québec, 7 élus avec un député sur 8 qui est arrivé deuxième, avec 1600 voix d'écart. Et à Québec, finalement, on a 7 élus adéquistes, dont 3 et en plus 3 qui sont arrivés deuxième. Donc, on voit vraiment qu'il y a cette idée-là part à Québec, où on voit quand même que l'ADQ est rentré fort, à part dans le comté de Tachereau, qui est vraiment, on peut dire, le centre-ville de Québec. On voit en fait que les écarts se diminuent, plus en fait on s'écarte des quartiers centraux. Comment en fait on peut expliquer ce clivage entre le centre et la banlieue? Pourquoi est-ce qu'on sent souffler un vent de droite sur la banlieue? Lorsqu'on essaie d'expliquer ça, il faut essayer d'éviter de tomber dans une forme de déterminisme spatial, du genre demain vous déménagez en banlieue et puis vous allez voter de droite, sur le lendemain vous revenez dans le quartier central, vous allez voter plus progressiste. C'est pas comme ça qu'il faut éviter ça. Mais les plus plausibles, même si c'est assez dur en fait à vérifier, les hypothèses les plus plausibles sont les suivantes. En fait, on faudrait regarder déjà le mode de consommation, c'est-à-dire la consommation plus collective par rapport à la consommation plus privée. C'est-à-dire que ceux qui ont intérêt à ce que les services publics soient maintenus favorisent l'État-providence et ceux qui ont intérêt, c'est ceux qui utilisent plus les services publics. Et on sait que lorsqu'on habite dans les quartiers centraux, ils utilisent plus. On a juste à penser, par exemple, au transport en commun. Donc, c'est l'idée que finalement, lorsqu'on habite en banlieue, on a un mode de consommation qui est plus tourné vers le privé et vers la sphère privée. Par exemple, certains ont dit qu'au lendemain des élections, on peut penser que le dossier des garderies a été très très mal accueilli en banlieue, où on sait que peut-être que le modèle des CPE n'est pas très très adapté à la vie en banlieue, où on a fait des longues heures, j'exagère, mais il y a fait des heures de trafic dans une journée à faire, donc on arrive tard, enfin. Donc il y a toute cette idée, est-ce que ce modèle des garderies s'applique bien, donc est-ce qu'ils en profitent? Je vous donne un exemple, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, cette question du modèle de consommation. Je vais expliquer rapidement d'autres explications. Il y a les logiques qu'on peut appeler de club, c'est-à-dire que quand on choisit la banlieue, on choisit un mode de vie, on choisit les gens auprès de qui on veut vivre, on choisit des valeurs semblables. Donc, c'est pour ça qu'on parle des banlieues. Il y a des banlieues riches, des banlieues pauvres, les banlieues sont plus diversifiées qu'on pense. Mais c'est clair que, par exemple, ça fait en sorte que ça peut expliquer, par exemple, le mouvement de mécontentement autour des fusions municipales, où certaines municipalités, habitants de municipalités, ont été très très contents par à la fois les fusions et les défusions, parce qu'on venait porter atteinte à ces clubs qu'on crée en banlieue, qui sont plus faciles à créer en banlieue, si on veut, que dans les quartiers centraux. Il y a une autre explication qui vient d'Europe, qui dit qu'en fait, il y a une insécurité économique plus grande des classes moyennes qui résident effectivement largement en banlieue. Donc, elles ont peur d'un déclassement, d'une forme d'arrêt dans leur ascension sociale. Et donc, du coup, on prévoit que le vote du 26 mars serait plus une forme de vote de protestation où la classe moyenne se sent abandonnée, si on veut, politiquement. Alors, ça brasse en général un peu cette idée donc, de la suburbanisation de la vie politique et évidemment tout ça reste un peu à confirmer pour les analyses des élections de 2007, c'est ce que je vais faire cet été d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on peut en conclure très rapidement?
Premièrement, c'est que il faut voir que je crois que c'est important de prendre l'importance du fait urbain dans une province comme le Québec, au Canada également, de voir à quel point qu'il y a des enjeux politiques qui sous-tendent en fait la constitution des agglomérations, puis qu'il faut voir ce fait urbain-là au sens large, pas juste comme les quartiers en santé, mais comme le processus d'urbanisation et que ça influence finalement les comportements politiques. Évidemment, on ne peut pas conclure que parce que l'étalement urbain est incontrôlable, on peut penser que le vote de droite va continuer à progresser. On ne peut pas faire cette sorte de conclusion-là. On peut juste dire que justement, il y a certaines tranches de banlieue où il y a les territoires des agglomérations, il y a des clivages de plus en plus importants et qu'on retrouve aussi ce vote plus de droite à la périphérie des grandes agglomérations, et qu'il y a des territoires qui, si on veut, se normalisent en termes d'urbanisation, sont un peu moins à la périphérie, et donc c'est pas sûr s'ils vont rester de droite. Deuxièmement, il faut faire attention à l'opposition entre tradition, ruralité, modernité, urbanité, comme je le disais tout à l'heure. Est-ce qu'on peut vraiment associer Mario Dumont à Maurice Duplessis, par exemple? Je ne suis pas sûre avec cette analyse-là. Et troisièmement, est-ce que vraiment on a une normalisation de la vie politique en termes de clivage droite-gauche, ou c'est simplement un vote de protestation d'une classe sociale qui se sent abandonnée politiquement? Merci. Alors, on reviendra avec une question tout à l'heure sur l'approche structurelle des comportements politiques a aussi certaines limites. J'imagine que comme le Parti québécois occupait beaucoup ce territoire suburbain dans les années antérieures, qui était à gauche, c'est quelque chose de plus qui se produit. Alors, bonsoir tout le monde. Je remercie Denis de m'avoir invité. Je vois qu'il a organisé le panel, un intervenant sérieux, un intervenant plus politique, un intervenante sérieuse, ça veut dire intervenante, et un intervenant plus politique. Des gens. D'accord. Alors évidemment, en ce qui me concerne, mon métier n'est pas la science politique, mais la pratique politique. Si on commence par faire l'analyse de la campagne, certains vont dire que le chef du Parti québécois a fait une très bonne campagne, mais comme disait René Lévesque, les faits sont têtus, et nous avons le pire résultat électoral depuis 1970, la première élection du Parti québécois à laquelle j'ai participé. Et à ce moment-là, le Parti québécois était en émergence, en montée. Le Parti québécois regroupait les forces vives de la nation, les divers morceaux de projets de société, les avait organisés en projets de société cohérents et menait une démarche résolue pour l'indépendance du Québec. Alors, si on regarde plus récemment les simples chiffres, vous vous rappellerez qu'à l'élection de 2003, nous avons eu 33% d'appui de la population. En 2005, c'était remonté au-delà de 50%. Et au moment de la campagne à la direction du Parti québécois, le Parti québécois recueillait à peu près 50% des suffrages, en ligne sur le pourcentage des électeurs qui se disaient souverainistes. Quelques mois plus tard, donc on arrive à l'élection de 2007, on se retrouve à 28%. En février de cette année, c'était également 28%, et on a vu très rapidement une diminution de l'appui au Parti québécois pendant que l'appui à la souveraineté se maintient. Qu'est-ce qui explique cette désaffection? Qu'est-ce qui explique qu'autant de Québécois ont voté pour d'autres partis que le Parti québécois? Ce qu'on peut dire, une chose en tout cas, c'est que si tous les souverainistes avaient voté pour le Parti québécois, le Parti québécois formerait le gouvernement actuellement et on serait en train de préparer possiblement
un référendum, puisque c'est le programme du parti. Il y a plusieurs explications à tout ça. Je pense que la principale explication, c'est que il y a trop longtemps que le Parti québécois a abandonné, sauf à de rares exceptions, son action politique souverainiste. La dernière campagne électorale ne fait pas exception. Je vais éloigner ça, il y a beaucoup d'écho. D'abord, le Parti québécois s'était donné en juin 2005 un programme de pays qui allait avec un référendum dans les meilleurs délais au cours du premier mandat. Les deux étaient indissociables. Le programme de pays permettait de faire la promotion de la souveraineté à travers des enjeux et des problèmes réels, des problèmes actuels, permettait d'illustrer la souveraineté à travers la lutte pour le développement durable, la lutte contre la pauvreté, le phénomène du vieillissement et les implications sur le système de santé, et j'en passe. Au fur et à mesure où les mois passaient, après l'élection à la direction du Parti québécois, on s'apercevait qu'il y avait déjà des indépendantistes qui étaient contre cette démarche. On s'apercevait que le programme, la plateforme électorale du parti tardait à venir. Il y avait un comité qui avait été mis sur pied pour la préparer. J'ai eu l'occasion de parler à certains membres. On disait le programme était devant la direction du parti. Et toujours est-il qu'arrive la campagne électorale et Jean Charest se permet de dire « L'élection commence, le Parti québécois n'a pas de programme ». C'est que la plateforme électorale n'était pas encore publiée. 2 jours plus tard, on publie une feuille de route provinciale à la place du programme de pays, qui est toujours le programme officiel du Parti québécois au moment où on se parle, et on garde le volet référendum le plus tôt possible, sans préparation, sans promotion, sans moyen de convaincre la population, et la campagne a été à l'avenant. Je pense toute la question de la fibre identitaire qui n'a pas été traitée. On a laissé tout le terrain du nationalisme à Mario Dumont, et on arrive à ce résultat. On est devant un retour à la case départ, malgré qu'il y a des acquis, il y a des compétences, on a appris énormément de choses à travers ces 40 ans, mais on est quand même revenu à la case départ. Et là, on entend toutes sortes de bruits, il faut changer le programme, il faut renouveler le parti. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Alors, bien sûr qu'il faut renouveler le parti. Il reste à voir comment. Alors, je vous lis quelques déclarations suite à l'élection qui laissent entendre toutes sortes de choses. Évidemment, ce n'est pas des gens qui sont actifs au Parti québécois, mais on entend par exemple de Claude Morin qui nous dit que l'idée que le PQ doit être élu seulement pour faire de la souveraineté, c'est ridicule, que le parti va continuer à se marginaliser s'il ne modifie pas son programme quant à l'accession de la souveraineté. Martine Tremblay qui dit « La simple évocation de l'idée d'un nouveau Boris en rebute plusieurs, mais il reste que dans cette voie. Il y avait recherche d'une voie nouvelle, puisqu'on s'en va vers la même voie soi-disant nouvelle qui est ressurgie de temps en autre dans l'histoire du Parti québécois. Compréhensible, elle dit on comprend les militants qui ont consacré près de 40 ans et beaucoup de temps à tenter de réaliser ce rêve de la souveraineté. Je peux comprendre leur difficulté à voir que ça ne se passera pas comme ça. Ben, entre vous et moi je vais m'arranger pour que ça se passe comme ça. Je vous donne un autre exemple ici. Ce matin, ou
donc c'était en fin de semaine, vous avez un ancien cabinettiste, M. Gignac, qui nous dit « Comme un enfant roi qui piaffe devant le jouet, on lui retire, le Parti québécois est encore à remettre la question de la souveraineté au cœur de son existence. » Alors c'est devenu un hochet, un jouet. La souveraineté était orgueilleuse à certaines époques, mais maintenant c'est un jouet. Et il y a aussi cette phrase qui revient de façon récurrente. En 22 ans, le Parti québécois a eu raison de 4 chefs de première envergure. Alors c'est le mythe du parti qui dévore ses chefs. Personne n'a dévoré René Lévesque. Il a démissionné au bout de sa course parce qu'il savait que c'était la fin pour lui. Personne ne l'a poussé vers la sortie. Il y a eu des différends, il y a eu des débats dans le parti, bien sûr. Personne n'a poussé Lucien Bouchard vers la sortie. Il a pris la décision lui-même de démissionner. Personne n'a poussé Bernard Landry vers la sortie. Il aurait pu rester. Il a été extrêmement tenté de revenir. Donc, ce mythe vise à faire en sorte qu'on va évacuer les débats. Parce que s'il ne faut pas... si le chef est une potiche fragile, donc il faut bénir toutes les orientations, eh bien, on ne peut plus débattre dans ce parti. Alors, moi, je vais centrer mon exposé sur quoi faire, parce qu'on pourrait faire des analyses ad nauseam, mais quoi faire? Est-ce qu'on doit faire encore plus des mêmes approches qui ont dominé la vie du parti? Est-ce qu'on doit continuer à réifier, à rééditer les habiles stratégies qui ont échoué jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine inconscience de ceux qui nous font tourner en rond depuis une quarantaine d'années? Alors moi, je prétends que pour que le Parti québécois redevienne un véhicule de la souveraineté, il faut éliminer, évacuer de notre démarche 7 orientations perdantes qui sont interreliées. La première, c'est le bon gouvernement Québec. La deuxième, c'est les beaux risques, jouer le jeu du fédéralisme renouvelé. La troisième, c'est le référendum comme déclencheur. La quatrième, c'est l'identitaire au rencard, le nationalisme civil. La cinquième, c'est l'indépendance sans projet de société. La coalition de l'extrême gauche à l'extrême droite, si possible. La sixième, c'est pas d'action politique entre les élections. On prépare la machine pour le financement et les votes. Et puis finalement, peur de la démocratie interne, de la mobilisation, peur du parti de la part de ses dirigeants. Alors je vais reprendre une heure. Juste 7 minutes. 7 minutes? Alors, le bon gouvernement provincial. On s'est empêtré dans des excès de stratégie. Au cours des 39 dernières années, des gens comme Claude Morin disaient « Une fleur ne pousse pas plus vite lorsqu'on tire dessus ». Donc, on n'a pas arrosé souvent. Sans engrais, ça pousse pas vite. Ça pousse pas vite, puis si on n'arrose pas, ça pousse pas. À un moment donné, ça meurt. Et on est ici pour l'empêcher de mourir, justement, cette fleur de l'indépendance. Ce qui arrive, c'est que la majorité des Québécois ne savent plus pourquoi le PQ tient tant à son référendum. Et on voit que le Parti québécois, même sur un plan strictement électoral, se place en position de faiblesse en ne faisant pas la promotion de son option. Le beau risque. Alors, le beau risque qui a amené notre démission du Conseil des ministres en 1985, c'est celui de démontrer pour la énième fois l'impossibilité du fédéralisme renouvelé. C'est toujours ce qu'on ressort après une défaite. On dit, bon, ben là, les Québécois ont choisi, et donc on va faire comme si, dans le fond, c'est ça qu'il faut, là, faire comme si on ne pourrait pas travailler à l'autonomisme, maintenant, on va dire, ou au fédéralisme renouvelé.
Et évidemment, si on fait ça, on va rendre non crédible cette option. Parce qu'il n'y a personne qui va croire qu'un parti indépendantiste est vraiment pour le fédéralisme renouvelé, à moins d'être complètement incohérent. Donc la meilleure façon d'aider Mario Dumont à aller chercher les pouvoirs, ce n'est pas de l'appuyer, c'est de ne pas lui mettre des bâtons dans les roues, et nous de démontrer pourquoi c'est impossible actuellement et pourquoi la souveraineté est un bien meilleur choix. Troisièmement, le référendum comme déclencheur. Alors le référendum, ce n'est qu'un moyen, il est important, ce n'est pas le seul instrument pour arriver à la souveraineté. Alors là, il semble que le débat dans le parti soit entre le référendum le plus vite possible ou pas de référendum. Pas de référendum au cours de la prochaine élection, comme en 1981 et à d'autres occasions. Alors que ce qui est important, c'est d'arrêter de dissocier l'élection du Parti québécois d'un appui à la souveraineté. Ce qu'on avait dans le programme en 1973. En 1975, je pensais peut-être qu'en 1976, l'élection du bon gouvernement, c'était dans le programme, mais non. C'était pas dans le programme. On ne s'est même pas donné la peine de changer le programme en 1976. Mais le programme disait un vote pour le Parti québécois, ça enclenche la démarche vers la souveraineté, on fera un référendum si on en a besoin, lorsqu'on en aura besoin, un référendum si nécessaire, au moment où c'est nécessaire, et un vote pour le Parti québécois, c'est un vote pour enclencher la démarche de la souveraineté. On a dit la même chose en 1989. L'identitaire au rencard, Jean Dorion disait récemment, le Parti québécois est le parti qui parle le moins de la langue, qui parle le moins de l'identité. On agit comme si on avait peur de nos racines. Ce faux débat que les intellectuels pour la souveraineté ont dénoncé récemment entre la nation ethnique et la nation civique, c'est un faux débat. Notre projet part de nos racines, part de notre histoire et s'étend à l'ensemble des Québécois et des Québécoises qui viennent partager leur destin avec nous et qui ont tout intérêt à faire la souveraineté comme nous. L'indépendance sans projet de société, je ne vois pas comment on peut, face au pays réel qui est le Canada, dans lequel les gens vivent tous les jours, simplement sur un plan bêtement de marketing, refuser de concrétiser le pays du Québec qu'on pourrait se donner. Il y a un centre de gravité de la population, et je pense que le programme de pays, et le programme actuel du parti, même si les chefs ont souvent, et assez souvent, à gauche, à droite, au centre, on ne sait plus parfois si c'est encore la social-démocratie ou non. Il y a eu l'époque du déficit zéro. Bon, le centre de gravité du Québec, il est quelque part dans une certaine forme de social-démocratie, tout simplement parce que le projet indépendantiste est un projet éminemment de solidarité. La solidarité n'est pas réalisable sans l'indépendance. L'indépendance et la social-démocratie vont de pair. Et évidemment qu'on ne va pas refuser des gens qui se disent non social-démocrates, qui veulent travailler à l'indépendance. Mais c'est la social-démocratie qui va nous permettre de concrétiser le pays, de démontrer que oui, dans la lutte à la pauvreté, comme dit la feuille de route, on peut toujours indexer le bien-être social. Mais pour vraiment lutter contre la pauvreté, il nous faut tous les instruments d'un État souverain. Et on peut prendre chacun des chapitres du programme du parti actuel pour l'illustrer. Sixième orientation, pas d'action politique entre les élections. Alors, sixième orientation perdante. Un parti peut aussi être un mouvement. Au début du Parti québécois, le Parti québécois était aussi un mouvement. Les militants étaient mobilisés, ils travaillaient entre les élections, se réunissaient les soirs, les fins de semaine. Le parti a perdu sa force de mobilisation. Le parti ne fait pas d'action politique entre les élections. Les militants, beaucoup des militants les plus actifs ont créé des mouvements à côté, se retrouvent dans ces mouvements, essaient de faire de l'action politique à travers ces mouvements, sans la force de financement que donne un parti politique. Et par conséquent, on laisse passer des débats comme des accommodements raisonnables. Si le parti avait été mobilisé, puis s'il y avait eu une direction qui avait des idées là-dessus, on aurait pu en parler, on aurait pu lier ça à notre projet souverainiste, qui autour des changements climatiques
On peut lier ça à la souveraineté. Comment voulez-vous qu'on lutte contre les changements climatiques s'il faut attendre que le Parti conservateur quitte le pouvoir à Ottawa et soit remplacé par un parti néo-démocrate qui va vraiment lutter contre les changements climatiques? Les fermetures d'usines, les congédiements, il y en a tous les jours. Il faut une campagne souverainiste permanente à travers des enjeux de société. Et c'est ce qu'on n'a pas fait depuis trop d'années. 7e orientation perdante, peur de la démocratie interne, de la mobilisation, peur du parti, le mythe du parti qui dévore ses chefs, qui est une image grotesque à mon avis, une excuse pour mettre le couvercle sur les débats. Et il faut faire des débats, il ne faut pas avoir peur de la diversité. Le Parti socialiste en France nous donne un bel exemple. Il a admis les tendances en son sein, les groupes politiques. Et une des belles choses que Bernard Landry a fait, c'est de permettre la création de clubs politiques à l'intérieur du Parti québécois. C'est une façon de débattre, ce n'est pas la seule façon. Et c'est une condition pour que le parti soit une coalition active, où les tendances, au lieu de se neutraliser les unes les autres, amènent leur part de conviction, d'argumentation dans le débat. Il faut faire une coalition dans le parti, il faut permettre les divergences d'idées, et il ne faut pas que la direction du parti ait peur de ça. Alors, il va me rester 1 minute et demie. Même pas. Je termine. Je conclus. Il y a toutes sortes d'idées qui circulent sur ce qu'on doit faire autour de tout ça. Il y en a qui disent, bon, qu'il y a plusieurs partis indépendantistes, c'est pas grave, il y en a déjà 2. Il va peut-être en avoir un 3e bientôt. Avec la réforme du mode de scrutin, qui, soit dit en passant, est tout à fait essentielle. À mon avis, c'est une autre question. Ça peut aussi bien favoriser la souveraineté que de la défavoriser. Mais de toute façon, nous avons besoin au moins d'un grand parti politique indépendantiste et progressiste qui va pouvoir gagner à un moment donné une élection qu'il aura faite sur son option. On n'a jamais fait une élection sur notre option depuis 1976. Ça a toujours été des élections de bon gouvernement. Un parti politique qui va être capable d'enclencher la démarche vers la souveraineté et ensuite de faire une coalition référendaire avec d'autres équipes, d'autres mouvements ou d'autres partis indépendantistes. Il faut refonder le Parti québécois. Et ça ne se fera pas uniquement de l'intérieur parce qu'il y a trop de gens qui ont perdu confiance. Il va falloir que ça se fasse et de l'intérieur et de l'extérieur. Et pourquoi pas convoquer tous les groupes indépendantistes pour refonder le Parti québécois. Et si ce n'est pas possible, refonder un autre parti. Merci. Anne, à toi la parole. Je sais que tu nous prépares un coup fumant. Une surprise, c'est une surprise. Donc, d'abord, merci à vous, à la Ligue, d'avoir organisé cette soirée parce que j'ai réuni beaucoup de gens du sentiment de partager déjà avec vous des questions. Vous m'en voudrez pas, j'ai d'abord éprouvé un grand malaise avant de me lancer dans la réflexion que je voudrais partager avec vous. Je me suis dit, vraiment, je sens quelque chose qui ne marche pas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je ressens? Parce que j'étais incapable de m'identifier clairement à l'une ou à l'autre des explications qui courent avec abondance depuis le 26 mars. Non pas que je ne les partage pas, mais toutes les explications suscitent en moi un malaise. Donc, j'ai essayé d'aller au plus profond de cette intuition, en fait. Donc, je prends ce soir de gros risques, parce que je vais essayer de proposer une avenue ou un état d'âme. Je vais vous proposer un état d'âme pour aborder la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc, je ne parlerai pas de quoi faire de manière générale après le 26 mars. D'autres gens
plus ou moins sérieux, à ma gauche, le font très bien. Je vous tenterai de poser la question « Que faire ce soir ?» Je pense qu'on ne peut pas poser de diagnostic sur le présent, sur l'avenir, sans faire un regard attentif sur le présent. Alors, le sentiment de malaise que j'éprouve, je l'ai nommé un syndrome d'hyper-rationalisation. Je pense que nous souffrons d'un syndrome d'hyper-rationalisation. Un signe de ce syndrome, si je résume tout ce que j'ai entendu depuis le 26 mars, depuis le 30 mars surtout, c'est la question suivante. La question se résume comme suit. C'est la faute à qui? On est dans le pétrin, c'est la faute à qui? Est-ce la faute au parti politique, au Parti québécois? Est-ce la faute au chef? La faute aux militants? La faute au programme? La faute à la stratégie? La faute aux adversaires? La faute à la DQ? Cette question, c'est la faute à qui, est une question, est une phrase, une question sans sujet. La personne qui pose la question, c'est la faute à qui, révèle une absence de sujet, une absence à soi-même. Car qui est l'auteur d'une telle question? Celle que nous nous posons. Donc, la souveraineté étant l'objectif pour tous, je dirais que dans la question « c'est la faute à qui ?» il y a un détournement de sens. En effet, le sujet que nous sommes fait porter son questionnement sur une cause extérieure à lui-même, sur une machine, par exemple, sur le parti, conçu pour être la cause qui devrait produire l'effet. Une cause qu'on pourrait modifier qui produirait un effet différent. Donc, la méthode qui est sous-jacente à cette analyse, c'est fondée sur un quadrillage rationnel de la société. Ce quadrillage s'effectue à l'aide du calcul des tendances, calcul des votes, calcul des résultats, calcul de l'élection, des résultats de l'élection. Donc, c'est une méthode quantitative qui nous amène à porter ce jugement, cette évaluation. Une méthode déterministe, à savoir, on présuppose que le Parti québécois peut déterminer le résultat de l'objectif que nous poursuivons, la souveraineté. C'est-à-dire qu'il serait, lui, la cause principale de ce que nous cherchons. Illustration courante, quotidienne de cette méthode, tous les jours, on entend, il y a principalement 3 caractéristiques du Parti québécois qui sont attaquées, soit son organisation, soit son programme, comprenant ses objectifs, soit son chef. Alors, ce seraient les causes. Les causes seraient contenues dans ces paramètres. Tout ce qu'a dit M. Paquette précédemment entre tout à fait dans cette grille et je la partage. L'effet de cette cause produite par le Parti québécois, c'est la défaite. Alors, les remèdes porteront sur la cause. On agira à nouveau sur la cause. Alors, on est dans une logique de cause à effet. On parlera soit de nouvelle organisation du Parti québécois, d'une structure. On parlera pour le programme d'un retour à l'identité. Pour le chef, vous savez aussi bien que moi, tout ce qu'on peut dire. Moi, je vous dirais que je pense qu'il y a, je fais un diagnostic à ce sujet.
je vais envoyer une expression qui va vous faire rire, je pense que c'est la maladie infantile des souverainistes. Des références. Il y en a qui reconnaissent des choses ici. Quand ça m'est venu, ça me faisait plaisir. Une maladie infantile qui se manifeste par un sentiment d'urgence extérieure. Il faut agir sur quelque chose, puis vite. Ce sentiment se manifeste donc par une hyper-rationalisation au détriment d'un retour sur soi. Cette maladie exprime, je pense, une tendance à se dissimuler derrière des causes externes. Une tendance à confondre l'objectif et le moyen, le parti. Donc l'objectif, la souveraineté et le parti sont des choses distinctes. Une tendance à idéaliser l'instrument, idéaliser le parti. Une tendance à attribuer à cet instrument une toute-puissance qui se substitue elle-même à l'enjeu, c'est-à-dire la souveraineté. Je trouve que nous souffrons de rationalisme. Le centre de nos réflexions est effectivement ces temps-ci le Parti québécois. Donc, je dirais qu'au lieu d'introspection, nous faisons preuve d'extrospection. Parce que le Parti québécois, c'est ni vous ni moi. C'est un instrument, c'est une structure. Ce n'est pas le militant, les militants. Je crois que j'ai du respect ici, puis je le souligne, je ne voudrais pas qu'on me méprenne pour les cadres, les militants, les experts, ceux qui se penchent sur la question politique. Mon respect est le plus grand, mais ma contribution ce soir sera de vous amener à souhaiter qu'on déborde de la méthode extrospective qui court, qui domine la situation actuelle, et ce sentiment d'urgence extérieure pour suggérer d'aller vers une urgence intérieure. Le parti, c'est quoi d'ailleurs? Parce que on est dans cette méthode qui détermine, ce serait la panacée de tous les résultats de ce qu'on cherche. C'est une machine. Le Parti québécois, c'est une machine qui n'avance que lorsqu'on sait maîtriser les causes, c'est-à-dire obtenir les effets souhaités, une élection, un référendum. C'est un instrument de contrôle de l'opinion, instrument de contrôle des militants, instrument de contrôle des membres. C'est un filet pour attraper des votes. Et je vous souligne que si ces associations me sont venues, c'est parce que j'ai voulu faire ma réflexion toujours sur le sentiment partagé qu'on a des causes et des effets. Donc, ce serait un filet pour attraper des votes. Ce serait une grille pour connaître l'opinion. On fait des pointages, tout le monde connaît ce que c'est que le pointage. Ce serait aussi une loupe grossissante pour voir à gros traits les candidats, pour voir les équipes locales, pour voir les appuis dans les comtés, pour voir les résultats des sondages, pour regarder la caisse électorale. Le parti, ce serait aussi une proie dans les médias. Et cruellement, c'est un révélateur de leadership bon et mauvais. C'est un palier vers le pouvoir. C'est un relais vers l'État. C'est une passoire aussi pour distinguer les vrais des faux, les durs et les mous. C'est un censeur, le parti. C'est un censeur d'opinion dans ses propres rangs. Opinion jugée correcte ou utile pour avoir plus de votes. C'est un cercle retourné sur lui-même. C'est parfois une fête, le parti c'est une fête pour tout oublier. C'est aussi une communauté pour combler nos manques.
Bref, c'est une solution à un problème que je crois mal posé. C'est une maladie que j'ai désignée au début que cette rationaliste, c'est un virus qui s'attrape. Qui sont les porteurs de ce virus? Les experts de la politique, les stratèges qui disent quoi faire au lieu de dire pourquoi faire, les spécialistes de la communication, tous les charlatans du politique qui ont pris la place des citoyens. À ce malaise, il y a des faux remèdes. Des faux remèdes et peut-être de vrais remèdes. Dans les faux remèdes, j'ai identifié la procédurite, c'est-à-dire ce que je définis comme une tendance à confondre la forme et le fond, à prendre la forme pour le fond. Une culture de type étatique qui sacrifie la créativité des citoyens au profit de la recherche d'un consensus aussi moyen que possible. Bref, c'est comme mettre une béquille à un cul de jatte. Conséquence de cette maladie, l'électoralisme, qui consiste à prendre l'instrument, l'élection, pour le fondement même de l'action. À savoir, ce fondement, c'est le mouvement social, c'est la société qui est le fondement. Ce n'est pas l'instrument qui est le fondement. Ce n'est pas l'instrument qui fournit la souveraineté, ce n'est qu'un moyen. La souveraineté, elle repose dans la société qui devrait, là d'où elle devrait naître, émerger. Donc, il ne devrait pas y avoir de parti québécois sans mouvement social national. Je pense qu'il faut rendre à la société son pouvoir. Si le Parti québécois ne fonctionne pas, c'est parce que le mouvement national est éclaté. C'est le mouvement souverainiste. On ne parle plus de mouvement, on ne parle que de parti. Mais c'est le mouvement qui fait la vie du parti. Pas de parti sans base sociale. Pas de parti sans mouvement social national. Pas de parti sans connexion à une société vivante et diversifiée. Or, une organisation de comté, malgré tout le respect que j'ai pour ce travail nécessaire par ailleurs, une organisation de comté n'est pas un microcosme de la société. Dans ce cas, une organisation de comté est considérée comme un outil vers le pouvoir. La société par le parti est instrumentalisée. On dit que la société québécoise est fragmentée. Il semblerait, d'après le Devoir aujourd'hui, que Gérard Bouchard, la conférence de Gérard Bouchard a été rapportée. Je ne l'ai pas entendue, mais j'ai lu l'article. Oui, j'ai presque terminé. Gérard Bouchard dit que ce n'est pas nouveau que la société québécoise soit fragmentée. Je dis que ce qu'il y a de nouveau dans la division et la fragmentation actuelle de la société québécoise, c'est la concurrence pour la reconnaissance des identités, des multiples identités. Et cette concurrence des identités, que certains peuvent même appeler la concurrence des victimes, elle appartient à la société à laquelle nous devons nous adresser. On ne peut que tenir en compte de cette nouvelle donne de la société. Donc, la société est le principe au fondement de la démocratie. Ce ne sont pas les partis politiques qui sont les fondements de la démocratie, ils sont l'expression des courants dans la société. Donc, ils sont subordonnés à la société. Donc, la solution à notre problème, elle n'est pas quantitative.
elle ne devrait pas faire appel seulement à des calculs de tendance, de sondage, de vote. Elle devrait aussi faire retour sur la société dans son ensemble et non pas représenter à travers une majorité canadienne française et une minorité d'une autre langue. Donc, en terminant, quel serait le remède à cette maladie, le syndrome de rationalite que je vous ai décrit? J'ai identifié une urgence à se pencher sur des causes extérieures. Eh bien non, je vous suggère de se tourner vers une urgence intérieure, de retrouver nos rapports à la souveraineté par une insertion imaginaire ou réelle dans la société, qui elle-même a ses propres mouvements, femmes, écologie, environnement, culture, et ces mouvements ne sont pas liés directement à la souveraineté. Donc, pour s'extraire de la maladie du parti, je pense qu'il est intéressant de regarder vers les mouvements dans la société. Donc, je demande, que faire ce soir? C'est la faute à qui? Et si vous me permettez, en terminant, je vais suggérer que chacun se pose cette question et qu'au lieu de parler et d'avoir des explications, chacun fasse retour sur soi et qu'on s'accorde une minute de silence. Voilà, je demande une question. Non, il y a une minute de silence. Alors, avec cette minute de silence, ça complète l'intervention d'Anne Garé, qui a fait top chrono 20 minutes. Maintenant, je passe la parole à Robert. Vous voyez, c'est une diversité de perspectives que nous avons ce soir, puisque Anne nous a introduit dans la dimension épistémologique du combat politique, avec des références qui datent un peu, mais qui ont toujours, semble-t-il, une certaine pertinence. On a fait la minute? Oui, oui, oui. Donc, vous me permettrez d'être très scolaire, c'est ma manière. J'ai essayé de répondre bêtement à la question qu'est-ce qu'il faut faire? La réponse m'est venue très spontanément. Je n'ai pas eu besoin de faire une longue introspection. On continue. Au fond, il s'agit de garder le cap sur l'essentiel. Le mot de Gaston Miron doit nous tenir de devise. Tant que l'indépendance n'est pas faite, il reste à faire. Et l'essentiel, même s'il y a des lunes que nous n'avons pas entendues dans la bouche des politiciens, c'est simple. Nous nous battons pour bâtir ici un pays de langue française, pour en faire le lieu d'épanouissement de la culture québécoise, comme ambition de civilisation, pour assumer un héritage, être à soi-même sa propre norme et y trouver la matière et les occasions de toutes les convergences. C'est ça. C'est une affaire de dignité. Nous voulons faire l'indépendance parce que c'est la voie normale et légitime d'un peuple de se diriger lui-même. Nous sommes toujours en avant de la même interrogation.
Nous serions donc le seul peuple sur la terre à qui on demanderait de consentir à sa minorisation et de s'en faire un projet d'émancipation. Alors donc, si nous voulons réfléchir à ce qu'il faut faire, il faut séparer la réflexion à l'échelle historique de celle qui doit porter sur la conjoncture électorale ou, plus bêtement, sur l'échelle biographique des carriérismes. Me semble-t-il que le fait déterminant depuis 1995, sur lequel il nous faut d'abord asseoir la réflexion, et ça rejoint la réflexion que vient de nous livrer Anne, les indépendantistes ont perdu l'initiative historique. Nous avons perdu. Nous avons mangé une dégelée, une vraie. Nous nous sommes fait voler le référendum et les prochaines semaines vont nous donner amplement matière à l'illustrer. Mais plus globalement, nous avons subi, parce qu'il faut le rappeler, nous sommes dans un combat. Un combat, ce n'est pas une joute d'épithètes, ce sont des rapports de force et ça porte des coups qui font mal. Le Québec a été déstabilisé dans ses finances publiques par une campagne planifiée, orchestrée de la part de l'État canadien. Je vous réfère aux travaux du comité sénatorial et aux déclarations du gros Marcel Massé. On lui a mené une guerre psychologique au travers d'une campagne de propagande qui a mobilisé des centaines de millions de dollars et tourné contre lui des milliers de professionnels. Nous lui avons livré également un assaut juridique avec le renvoi à la Cour suprême et le Clarity Bill. Et tout ça aurait été sans effet? Ah ben oui, peut-être que oui. Parce qu'au fond, c'est peut-être la plus grande difficulté politique qu'ont connue les souverainistes ces 15 dernières années, ces 10 dernières années, c'est qu'ils ont refusé de prendre acte que nous avions perdu l'initiative, ou, si nos leaders politiques s'en sont aperçus, ils ont fait comme si la politique des lamentations pouvait nous tenir lieu de progrès de société. Donc, ce qu'il faut faire, c'est reprendre l'initiative. Pour reprendre l'initiative, ça ne sert à rien de penser qu'on va continuer de faire ce que nous faisions. Ça a donné les résultats que nous connaissons. Donc, il faut nous affranchir des schémas de pensée et des modes d'action qui nous ont empêchés de la conserver ou encore de riposter convenablement. Ça nous amène, me semble-t-il, à 3 exigences qui vont charpenter mon exposé. Bien apprécier le contexte, revoir la philosophie d'action et se donner enfin un véritable cadre stratégique adapté. Pour bien apprécier le contexte, il faut bien comprendre que notre objectif, c'est de reprendre l'initiative pour faire l'indépendance, pas pour sauver le PQ. Tant mieux si on peut faire les deux, mais il ne faut pas confondre les difficultés de ce parti qui vieillit mal avec les nécessités de l'action historique dans l'état actuel de la nation. L'état actuel de la nation, c'est la chose dont le mouvement indépendantiste parle sans doute le moins. Or, cet état, il a été façonné par une dégelée post-référendaire qui a consommé, sur le plan institutionnel, constitutionnel et politique, la minorisation définitive du Québec. Nous sommes cuits, c'est terminé. Terminé. Il n'y a plus de destin politique pour autre chose que la province de Québec vue comme un gros Nouveau-Brunswick. Tout le reste est une imposture pour la bourgade. Le Québec n'a plus d'avenue dans le Canada. Nous sommes leur chose. Nous avons beaucoup de mal à admettre ça. Mais toutes les fois que nous voyons un beau risque, nous
tentons de fuir cette certitude que ce qu'on va nous livrer, c'est du réchauffé. Le Québec s'enlise dans une médiocrité qui est, pour ainsi dire, structurelle. Notre société. C'est une affirmation. C'est écoulé. L'action tombe. Cause et effet. Nous sommes en effet incapables de résoudre les problèmes structurels qui, jusqu'à 1995, faisaient les affaires courantes de la politique provinciale. Les crises s'accumulent, la cohésion sociale se disloque. C'est pas pour rien que les classes moyennes inférieures, les plus récentes, sont énervées. C'est celles-là qui sont les premières à passer dans la moulinette. Ils ont encore de souvenirs assez frais de ce que c'était que la misère. Ça donne des frissons. Et ils ne sont pas hédonistes. Crise des finances publiques, détérioration accélérée de la qualité des services. C'est rendu que Radio-Canada présente des émissions sur des toitures d'école qui fuient de partout et ça fait du bon sentiment. C'est une aberration absolue. Les infrastructures, on se promène dans la ville de Montréal ou sur les routes, on a l'impression qu'on est en banlieue des routes. Les régions sont aux abois. Le secteur manufacturier est en train d'imploser. Et pourtant, tout ça ne fait pas l'objet d'un discours cohérent et d'une approche globalisante. Au contraire, plus la crise est grave, plus on nous refait le coup de la dispersion des responsabilités. C'est la faute à personne. C'est le système, c'est les relations fédérales-provinciales, c'est le conflit des juridictions, c'est Ottawa qui... c'est parce que c'est les conservateurs, etc., etc. Dans le fond, les indépendantistes, dedans ou à l'extérieur du Parti québécois, ne sont plus capables de trouver les mots et les moyens de combattre le récit dominant et surtout de réfléchir sur la manière de sortir de ce guépier. Quant à l'état du PQ, ben, il est largement responsable de ses déboires. Il est d'abord coupé de ses sources intellectuelles. C'est un parti qui a fait pour nier la nécessaire remise en cause qui s'imposait au lendemain du référendum de 1995, qui a à peu près tout fait pour emprunter le langage des adversaires, pour essayer de se rendre présentable. Ça a fini dans une adhésion absolument candide au multiculturalisme, à la rectitude politique, et ça a fini dans le bricolage de la pensée annexée avec le déséquilibre fiscal et autres greluches qui nous ont littéralement jetés dans les bras de nos adversaires. Stephen Harper a réglé le déséquilibre fiscal. Nous autres, on a des leaders gros gens comme devant qui essayaient de dire, mais c'est pas tout à fait le vrai déséquilibre fiscal. Ensuite, ce parti s'est coupé du mouvement national, qu'il a peu soutenu et qu'il a même combattu sur un certain nombre d'enjeux fondamentaux. Les élites péquistes, non seulement n'ont pas mobilisé, mais ils ont souvent déployé beaucoup d'énergie pour éviter que la mobilisation se fasse. Enfin, c'est un parti qui a dévoyé son militantisme et qui a saboté son propre programme. L'épisode de la feuille de route est absolument lamentable. Mais plus encore, c'est un parti qui a fui les débats sur lesquels la mobilisation était latente et qui a tout fait pour la désamorcer. On en nomme quelques-uns, ça pourrait être long dans la soirée. Le cégep français, la minorisation grandissante des Montréalais, un seul jus, on fait des reportages sur les toits d'école qui coulent, 3 milliards pour en avoir 2. Ça commence à faire cher pour mettre des chaudières dans les écoles. La gestion des ressources naturelles, lamentable. L'épisode du chef qui envoie paître le Congrès et les militants sur l'éolien, au risque d'aliéner toute une région.
et de nous tirer littéralement dans les bras des Golden Boys de Toronto, c'est loufoque et pathétique. Dans le fond, la difficulté du PQ, c'est la difficulté des indépendantistes de définir la situation nationale en dehors du réformisme provincial, c'est-à-dire en dehors d'un électoralisme le plus éculé. Pour revoir la philosophie d'action et les modalités d'action politique, ben, évidemment, il faut aller au cœur du problème. Et le cœur du problème, c'est que ce parti a dissocié le mandat et l'option, transformant le mandat en travail d'antichambre, en attentisme chromé, pour toujours s'approcher le plus lentement possible du virtuel. Même au terme du congrès, où finalement il y aurait eu, paraît-il, une bataille contre les purs et durs qui ont mis le parti à genoux, il paraît que la bataille c'était sur le plus tôt possible. Non, mais les bonimenteurs qui nous ont inventé ça n'ont rien compris et surtout rien suivi des débats. Ce que les militants voulaient, c'était de passer aux actes. C'était pas de tenir une promesse de référendum le plus tôt possible. Et quant aux pitreries du chef sur la possibilité de le tenir malgré un gouvernement minoritaire, ben, je pense que ça concluait le sujet. Dans le fond, la philosophie politique est pervertie par ce choix politique de séparer le mandat et l'option. Et je ne vois pas même pourquoi on soit encore obligé d'en parler. François Legault lui-même en a fait la démonstration dans son étude sur les finances publiques. Il a lui-même démontré que ce n'était pas gérable, la province de Québec, avec les moyens que le Canada lui laisse. Ils ont pourtant fait campagne pour s'enfermer dans cette impuissance-là. Ils ont eux-mêmes, avec leurs experts, fait la démonstration que ça ne conduisait nulle part ailleurs que dans le broche à foin, dans l'à peu près, dans l'approximatif et dans l'inadéquat. Et ils ont fait campagne là-dessus, en larguant les décisions du Congrès qui, lui, avaient au moins le mérite d'avoir la vertu virtuelle. Dans le fond, il n'y a pas, et c'est clair, il n'y a pas d'avenir pour un parti qui est aux mains des radicaux. Et ces radicaux-là, ce sont les référendistes inconditionnels. Ce sont eux qui ont confisqué ce parti. C'est eux qui ont mis une équation entre le référendum et la souveraineté. Il ne faut plus aberration. Parce qu'en plus, ils ont choisi un type de référendum qui était le moins concluant possible, le référendum consultatif. C'était d'ailleurs la réponse toute prête devant Chrétien, on le sait. Et là, on nous enferme dans pas de référendum, le plus tôt possible, ou pas de référendum du tout. Alors, en même temps, on nous dit, on ne peut pas faire la souveraineté sans le référendum. On rentre chez soi. Ou on les envoie faire de la plomberie. Parce que, dans le fond, ce qui a fait la force de l'ADQ, ça a été précisément d'apparaître comme un parti qui était capable non seulement d'avoir des réponses politiquement adéquates ou pas sur le plan instrumental, c'est une question, mais elle était politiquement adéquate sur une attente de l'électorat qui veut que ça marche. Particulièrement les franges qui ont appuyé l'ADQ, ce sont des gens qui veulent que les écoles marchent, qui veulent que les hôpitaux marchent, que les garderies soient une modalité pour que ça marche. Et Dumont a eu une audace que jamais les péquistes ont eue. Il a dit on va procéder ultra-viresse. Landry a passé sa carrière à déchirer sa chemise sur la légitimité de la Constitution du Canada. Quand même une billette. Mario Dumont peut prêt à dire on fait un rapport d'impôt. On comprendra que derrière les modalités, ce qui était en cause, c'est l'idée de sortir de l'action différée pour passer aux actes. Louis Bernard a raison. On ne peut pas
dire qu'un vote pour le PQ, c'est un vote peut-être pour tenir un référendum. Ça n'a aucun sens. De toute façon, pour ce qui est de rester dans le Canada et gérer la province, ça se bouscule au portillon. Ce qu'il faut, c'est de dire qu'un vote pour la souveraineté, c'est un vote pour réaliser l'indépendance. Mais bien sûr, là où Bernard a la moitié de la réponse, c'est que les gens veulent que ça marche, donc ils ne veulent pas que d'une élection à l'autre, les péquistes disent on fait l'indépendance, on se prononce sur rien d'autre. Pas du tout. C'est une philosophie d'action nouvelle que ça prend, qui va rompre avec l'attentisme et qui va être capable de s'affranchir du bon gouvernement et de s'affranchir du virtuel brevet de pays pour mettre en œuvre des solutions applicables immédiatement qui ne sont pas contraires ou contradictoires avec l'option. Dans ce cadre-là, il est clair que les indépendantistes ont énormément de difficultés à penser la politique parce qu'ils ne sont plus capables de définir la situation globale et ils ne sont plus capables de définir la politique sur ce qui fait la politique. La politique, c'est-à-dire l'intérêt. Les Québécois ne sont pas arriérés. Ils ne sont pas immatures. Ils n'attendent pas de se faire compter fleurette avec un argumentaire tellement bien peaufiné que finalement, ils vont arriver à maturité. Ça, c'est de la psychopop qui sert uniquement à repousser les effrayances. La politique, ça se fait sur la définition de l'intérêt autour duquel se coalisent les forces au service d'enjeux. Il faut des gestes qui convainquent et qui entraînent. Ce sont ces gestes-là que les indépendantistes attendent confusément d'élection en élection, de programme en programme, et d'une fois à l'autre, ils s'imaginent les retrouver dans un programme qui finit par être défini avec une précision maniaque. Connaissez-vous l'insecte emblématique du Québec? Hein? Connaissez-vous les grandes ambitions pour les aires protégées? Vous allez tous trouver ça défini à un niveau de détail spectaculaire dans le programme du Parti québécois. Et pourtant, d'une fois à l'autre, c'est la province qui prend le dessus, aussitôt qu'ils sont au pouvoir. Et là, on se fait dire que l'avenir, c'est pour plus tard, comme dirait Richard Desjardins. C'est-à-dire, non seulement il n'y a pas de mobilisation, mais toute esquisse de mobilisation est définie comme un élément perturbateur de la possibilité d'accéder au virtuel, c'est-à-dire à un référendum consultatif. Alors, donc, le jour où il va vraiment se passer quelque chose, vous imaginez qu'il est assez lointain parce qu'on ne peut pas même imaginer quelle sera la conclusion de la négociation, même en supposant qu'il y aurait un jour un référendum consultatif. Donc, on a compris que, dans le fond, il faut que les indépendantistes cessent de marcher dans cet univers-là. Ce que ça nous prend, c'est un gouvernement national. Et il faut donc que nous militions pour que ce soit ça qui se passe le jour où un parti indépendantiste prendra le pouvoir. Il nous faut un gouvernement national pour réaliser une politique qui saura définir c'est quoi l'intérêt national et qui saura donc, en conséquence, poser la liste des gestes qu'il faut amorcer pour sortir du carcan. Donc, il ne s'agit pas de se demander s'il faut un référendum ou pas. Ce qu'il faut, c'est de réfléchir sur de quelle façon peut-on faire de la politique pour qu'un parti indépendantiste qui prend le pouvoir ait un mandat de rupture
Oui, oui, oui. Rompre. Rompre. Sortir du Canada. Et de définir la légitimité de son projet dans le conflit avec la légitimité canadienne. La chicane, ma foi. La vraie chicane. On va se faire tirer des noms. Ça va faire, là, depuis le temps qu'André Pratt lance un adjectif, la moitié de l'exécutif du PQ rentre sous la table. Ce que ça prend, il faut que le mandat soit inaugural. Il faut, je vous écris là-dessus, il faut qu'il y ait une démarche constituante et qu'elle soit une démarche de ratification quand le travail sera fait et bien fait, pas le plus tôt possible ni le plus tard possible, quand la job sera faite. C'est simple, ça. Au fond, nous ne voulons pas qu'un parti indépendantiste prenne le pouvoir pour devenir la démonstration vivante que nous ne sommes pas capables. Nous prendrons le temps que ça prendra, mais nous allons le faire. Donc, est-ce que le PQ, lui, est capable de s'affranchir de ça? Je n'en sais rien. Ce que je sais, par exemple, c'est que si nous sommes sérieux, si nous voulons réellement faire l'indépendance, c'est ce que l'histoire exige de nous. Mettons-nous au travail. Commençons à définir ce que devrait être ce plan de redressement. 10 idées simples, bien faites, pour que le Québec commence à fonctionner. Mais pas comme une province qui fonctionne comme un État sur lequel nous allons avoir les pleins contrôles. Si nous nous attaquons à cette tâche, nous allons faire autre chose que du virtuel. Nous allons mettre ensemble les morceaux de la prochaine coalition indépendantiste. Si le PQ y adhère, tant mieux. S'il n'y adhère pas, on organisera un banquet avec Mario Dumont. Nous n'avons pas besoin de 3 partis souverainisto, autonomico, canadiano, borisqueux. Il y a une recherche fébrile actuelle du nouvel épithète. Hein? C'est fantastique. Là. On cherche à qualifier la chose. La réalité est simple. Ou bien nous consentons à notre minorisation et nous allons draper le cercueil en satin, en gabardine, en n'importe quoi, ou bien nous faisons l'indépendance. Entre les deux, il n'y a rien, sinon que le destin d'un gros Moncton. Ceux qui craignaient pour le Venezuela du Nord lisent trop de science-fiction. Ça va ressembler à Moncton, pas au Venezuela. Merci beaucoup.